Bienvenue dans la cabine d'Agnès et Colline. La cabine, c'est le podcast de la Concab, deux interprètes dans le vent, Agnès Zukanowski et Colline Scorbini, qui vous font découvrir les coulisses de l'interprétation de conférences. Tu n'es pas bilingue donc c'est clair que tu n'y arriveras jamais. Mais faut parler au moins 10 langues pour être interprète. T'es beaucoup trop jeune, faut faire un autre diplôme avant de se lancer. Toi aussi, tu as toujours voulu être interprète de conférences ? Ou peut-être que tu as découvert ce métier au fil de tes études ? Ou même sur le tard ? Toi aussi tu as déjà été confronté à ce genre de remarques et t'es maintenant un petit peu perdu, voire complètement découragé. Eh bien non, il ne faut pas être bilingue de naissance, non, il ne faut pas être enfant de diplomate, non, il ne faut pas avoir grandi dans 4 pays différents, et enfin, il n'est pas non plus nécessaire de parler 10 langues. Le métier d'interprète de conférence est méconnu. Et parce qu'il est méconnu, il est empreint de clichés et de stéréotypes. Et on est bien décidé à vous montrer que ce sont justement que des idées reçues. Aujourd'hui, nous souhaitons revenir sur nos parcours respectifs pour te prouver que rien n'est jamais perdu d'avance. Nos parcours sont plus ou moins classiques, mais ils sont différents. Parce que non, il n'y a pas de parcours type pour devenir interprète de conférence. Exactement. Alors pour ce faire, revenons un peu plus de 10 ans en arrière. Bonjour Agnès. Bonjour Colline. Alors je me disais qu'on pourrait peut-être commencer par ton parcours en premier, vu qu'il est un petit peu plus linéaire que le mien. C'est vrai. Et donc pour commencer, je voulais savoir comment tu as su toi que tu voulais être interprète, quand est-ce que tu l'as su d'ailleurs, et comment tu as fini par trouver ta voie et les études en fait que tu as suivies du coup. Alors, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas su tout de suite que je voulais devenir interprète de conférence. En revanche, il y a une chose dont j'étais sûre, je voulais vraiment que l'anglais fasse partie de mon quotidien professionnel. En gros, je voulais que mon travail consiste à parler anglais toute la journée. Et tout remonte à mon tout premier cours d'anglais. J'étais en CM1 à l'époque et je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai eu un énorme coup de cœur pour la langue anglaise. Et j'ai encore du mal à décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais c'est comme si je me sentais à ma place, comme si c'était naturel pour moi de parler anglais alors que j'en avais jamais fait avant. Et à partir de là, j'ai comme développé une espèce d'obsession pour l'anglais. Je me rappelle que je me baladais partout avec mon dictionnaire et je l'avais toujours sur ma table de nuit le soir, comme ça je lisais un petit peu les définitions ou j'apprenais de nouveaux mots avant d'aller me coucher. Mais qui fait ça? Mais oui, écoute moi apparemment. Et j'imprimais les paroles de mes chansons préférées, comme ça je répétais mon accent dans ma chambre. Enfin bref, j'étais obsédée par l'anglais quoi. Ouais, puis en plus moi je t'imagine bien chanter à tue-tête dans ta chambre le soir en rentrant de l'école. Ah ouais non mais je sortais mon meilleur accent hein, carrément. Et du coup on peut dire qu'une véritable passion est née à ce moment-là en fait. Oui c'était comme une passion, un hobby en fait. Et du coup quand je suis entrée au collège, je me suis inscrite en section européenne anglais, donc c'était une option facultative. Et j'avais donc 4 heures de cours d'anglais en plus par semaine. Bon, pour mon plus grand plaisir. Hein. Et puis j'ai continué avec cette section-là au lycée. Et puis j'ai aussi ajouté les cours de spé. Donc comme ça, j'avais vraiment tous les cours d'anglais possibles et inimaginables. Donc j'avais les cours d'anglais traditionnels dans mon cursus, les cours d'euro, les cours de spé. Donc en gros, j'avais une quinzaine d'heures d'anglais par semaine. Et puis après, il y avait aussi les cours d'espagnol que j'adorais aussi. Donc les langues à fond. Ouais, toujours plus de langues quoi. Mais en même temps, je te comprends, j'ai fait pareil. Et ben voilà. Et donc ensuite, tout au long de mes études, j'ai énormément misé sur l'anglais car j'adorais ça. C'était naturel et c'était vraiment comme une évidence pour moi. Et j'étais passionnée également par le monde qui m'entourait, la géopolitique, les conflits. Et donc j'ai choisi la filière SES. Donc à l'époque, il y avait encore des filières, donc c'était sciences économiques et sociales. Ça nous apprenait un peu de culture générale. Ça ne rajeunit pas. Exactement. C'est vrai que je ne savais pas trop quoi faire. Hein. Quand j'ai commencé le lycée, je savais que je voulais vraiment travailler dans le domaine des langues, mais je ne savais pas vraiment quoi faire. Mais ce que je savais, c'est que vraiment, je voulais que ça tourne autour des langues et des relations internationales. Et à ce moment-là, je me suis inscrite en fait au concours de Sciences Po Paris. Ouais, donc t'étais pas vraiment fixée en fait sur l'interp de conférence à la base. Non, à la base, j'étais pas vraiment fixée sur ça. Et puis le destin en a décidé autrement parce qu'en fait, j'ai participé à une conférence sur Sciences Po Paris qui était au Salon de l'étudiant à Lille. Et en fait, en me baladant, je suis tombée sur le stand de l'ISIT. Donc une école d'interprétation parisienne. Et en fait, c'est là que j'ai compris que je voulais être interprète de conférence. En fait, c'était exactement ce que je voulais faire. Et là, ça ne faisait plus aucun doute. J'avais vraiment une passion pour le français, une passion pour les langues, pour les relations internationales. Et là, je me suis rendu compte qu'être interprète de conférence, ça réunissait toutes mes passions. Donc c'était parfait. Ce qui m'étonne un peu dans ce que tu viens de dire, c'est que donc tu dis être tombée sur le stand de l'ISIT pendant ce salon de l'étudiant. Ouais. Mais au final, puisqu'on ne s'est pas rencontré à l'ISIT, mais à l'UMONS, comment t'en es arrivée à faire une école en Belgique en fait? Écoute, dès que je suis rentrée chez moi, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allée sur Google pour tout savoir sur une petite interprète de conférence, pour me renseigner sur les écoles qui existaient. Et en fait, je me suis rendu compte en lisant les brochures de l'ISIT, etc., que les critères d'admissibilité étaient vraiment très stricts
et que il y avait peu de chances que je sois éligible, bien que j'avais effectué une immersion aux États-Unis avec la section européenne anglais lorsque j'étais au lycée. Et puis je vivais chez mes parents, dans le nord de la France. Donc vivre à Paris, ça me semblait un peu compliqué, sans parler de l'aspect financier, parce qu'on sait très bien que déjà l'ISIT, c'est une école payante. Et on sait aussi à quel point la vie à Paris coûte très très cher. C'est clair. Donc ça me semblait vraiment, vraiment compliqué. Et puis j'ai continué mes petites recherches et j'ai découvert l'école des interprètes internationaux de Mons, donc en Belgique. Et cette école, c'était finalement le compromis parfait, puisque la sélection se faisait sur dossier et je savais que j'avais un dossier assez robuste à l'époque. En plus, l'école, elle se trouvait à 1 heure de route de chez mes parents. Les frais de scolarité, donc le Minerval, comme on l'appelle en Belgique, étaient beaucoup moins onéreux que celui de l'ISIT. Et en plus, là, c'était le coup de chance intersidéral, l'école organisait justement des portes ouvertes le week-end d'après. Donc, si tu veux, les planètes étaient clairement alignées. Ouais, c'est clair. Coup du destin, donc, quoi. Voilà, donc j'ai pu visiter l'école une semaine après, j'ai pu découvrir les laboratoires de langue, la fameuse NSI, donc la salle d'interprétation, avec les cabines d'interprétation, j'ai pu rencontrer les profs, discuter avec des étudiants, enfin franchement c'était parfait, et 2 heures plus tard, j'étais préinscrite, et j'avais mon logement pour le mois de septembre, donc si tu veux, j'ai pas traîné. Et c'était parti pour le bachelier, donc l'équivalent de la licence, et puis le master par la suite, quoi. Ouais, t'as été clairement efficace, t'avais pas le temps, toi, t'étais certaine de ton choix, quoi. Bah oui, en fait, ça a été un peu comme en CM1, quoi. J'ai eu une révélation, donc pourquoi attendre finalement? Trop cool. Et c'est vrai que c'est marrant parce qu'au final, on a fait notre master ensemble et on travaille énormément en cabine toutes les deux. On a lancé notre projet La Concab et pourtant, notre parcours est vraiment, vraiment différent. On n'a pas eu les mêmes débuts. Et voilà, en revenant sur mon histoire, je me rends compte à quel point nos histoires sont différentes. Et toi, c'est vrai que ça a été un peu plus mouvementé de ton côté. Ouais, carrément plus mouvementé, je dirais. Mais en fait, comme toi, être interprète de conférence, ça c'est vite devenu une évidence en fait. Et comme toi, bon, même si t'en as pas parlé, je viens d'une famille d'origine étrangère. Je pense que nos noms sont assez clairs là-dessus. Et pour autant, ils en disent long, ouais, c'est clair. ouais, voilà, ils en disent long. Et comme dans ta famille, en fait, il y a personne qui parle la langue de mon pays d'origine, donc qui est l'Italie. Je rappelle à nos compatriotes que toi, c'est la Pologne. Ouais. Et donc, en gros, on peut dire que les langues chez moi, c'est pas vraiment une histoire de famille en fait. Et je me rappelle même que quand j'étais plus jeune, je reprochais presque à mes parents d'être, tu sais, franco-français et de parler que français. Parce que moi, j'étais tout le temps, mais en fait, moi, je fais comment pour être bilingue en fait maintenant là? C'est quoi l'histoire, quoi? C'est clair, il est trop tard. Exactement. Et en fait, voilà, finalement, devenir interprète de conférence, pour moi, ça devient rapidement un peu mon but ultime. Donc, j'ai axé toutes mes études secondaires et supérieures en sens. Donc au lycée, j'ai fait comme toi, j'ai ajouté toutes les options imaginables et possibles. Et en fait, par contre, juste après le bac, j'ai vraiment eu besoin de faire une petite pause. J'avais envie de découvrir le monde, j'avais besoin de souffler un peu, si tu veux, de voir autre chose en fait. Et du coup, j'ai décidé de partir en Australie en visa vacances-travail pour allier un peu l'utile à l'agréable et essayer d'améliorer un peu mon anglais. C'est toujours mieux. Exactement. Bon, je dois dire que mes parents n'étaient pas méga rassurés par le projet, mais évidemment, je leur ai fait une petite présentation concrète de mon projet pour essayer de les convaincre qu'en fait c'était clairement faisable. Neko, t'as débarqué dans le salon avec une présentation PowerPoint, comment t'as fait? Alors c'était pas une présentation PowerPoint, mais clairement c'était presque ça. En fait, j'avais constitué vraiment un espèce de gros dossier, j'avais fait tous les calculs pour évaluer les coûts, pour lister un peu les avantages pour mes études à venir aussi, parce que j'étais quand même déjà fixée sur ce but d'interprète de conférence. Et en fait, je suis un peu arrivée, tu vois, comme une avocate dans un tribunal avec mes énormes dossier là, comme ça, j'étais prête à en découdre. Je vois très bien. Et ça a marché. Bah ouais, en fait, ça a complètement marché. Ils ont fini par me donner leur feu vert. Donc en fait, très rapidement, j'ai commencé à chercher un boulot juste après mon bac. Et du coup, j'ai fini par travailler 6 mois dans un restaurant. Et donc le 29 janvier, j'ai fêté mes 18 ans. 2 semaines après, le 15 février, date qui a changé ma vie, j'étais dans l'avion. Et du coup... Bah toi non plus, t'as pas traîné. Ouais, non, j'avais pas le temps non plus, clairement. Et du coup, en fait, à mon retour, j'ai intégré l'école que je convoitais depuis très longtemps, qui s'appelle l'Estrie, c'est à Lyon, puisque Lyon est ma ville natale, qui est toujours en convention avec la faculté de LEA, donc langue étrangère appliquée, à l'université Lumière Lyon 2. Et en fait, pour moi, ça a été une énorme déception parce que je me rends très vite compte que cette école, elle me permettra pas forcément en fait d'atteindre mon objectif final. Et en vrai, je me sens pas du tout à ma place dans cet environnement pour une raison que j'ai un peu du mal à m'expliquer aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, à la fin du premier semestre, si tu veux, je demande à me faire transférer en LEA dans l'université partenaire. Et autour de moi, je dois dire que les inquiétudes, tu vois, elles commencent un peu à se faire
se faire sentir parce que LEA, c'est pas la filière la plus appréciée ou la plus convoitée. Hein. C'est souvent la filière poubelle, entre guillemets, où celles et ceux qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire finissent en attendant un peu d'avoir mieux. Donc, Ouais, c'est vrai que la filière LEA, finalement, n'a pas toujours la meilleure des réputations, alors que ouais. elle prépare très bien. Oui, exactement. Et en fait, tu vois, moi, tout le monde était inquiet. Et en fait, c'est bizarre parce que moi, pour le coup, dans cette fac, qui était en plus à l'autre bout du monde par rapport à chez moi, je me sentais vraiment à ma place. Et en plus, j'ai eu des profs incroyables qui ont tout de suite cru dur comme fer en mon projet. Et donc, pour moi, il n'y avait aucun doute. J'avais vraiment pris la bonne décision. Et puis les profs, ils jouent un rôle de ouf. Ah bah, clairement. Moi, j'ai eu que des profs exceptionnels et je pense que c'est aussi voilà. grâce à eux que j'en suis arrivée là, parce qu'ils m'ont donné le goût de l'anglais, des langues, et ça change tout. Et du coup, tu vois, la preuve en fait que c'était la bonne décision, elle est venue pas longtemps après, puisque en fait en 3e année de licence, j'ai eu la chance de vivre mon autre grand rêve, qui était celui de partir en échange pendant 1 an sur un campus à l'américaine. Et du coup, j'ai fait 1 an d'échange à l'université de Toronto, qui est donc l'une des meilleures universités au Canada. Et évidemment, je vis l'une des plus belles expériences de ma vie, et mes compétences linguistiques, elles se renforcent encore plus, puisque 1 an à parler que anglais, être en immersion totale, c'est pareil, ça change complètement la donne, quoi. Et au final, bon, je décide de pas passer les examens d'entrée des écoles d'interprétation au cours de mon année d'échange, parce que ça voulait dire rentrer en France, peut-être d'ailleurs échouer à ces examens, donc ça allait faire pas mal de frais pour peut-être pas grand-chose, quoi. Et donc à mon retour, je décide de m'inscrire en Master 1, toujours en LEA, et du coup de préparer les examens à fond. Et puis là, quoi, c'est la douche froide. Ouais, complètement la douche froide. Je suis même pas éligible au test d'admissibilité. Et puis l'école de mes rêves à l'époque, qui est l'école d'interprétation de Genève, l'ETI, eh bien en fait, je me plante lamentablement aux oraux. Donc j'avais super bien réussi les écrits. Les oraux, clairement, c'est une catastrophe. Et en fait, je me rends compte que j'étais pas du tout préparée. Et puis au final, par hasard, je découvre qu'en fait, il existe des écoles en Belgique. Ouais, donc tu ne savais pas du tout qu'il y avait des écoles d'interprétation en Belgique. Eh ben non, et ça je comprends pas pourquoi, je savais pas, parce que j'ai fait plein de recherches pendant que j'étais au lycée, pendant que j'étais à la fac et tout, et je suis franchement jamais tombée sur le site internet d'une école belge. Et du coup le pourquoi du comment... Peut-être que le destin avait quelque chose à faire là-dedans. Et du coup, je tombe sur l'école de Mons, qui a une très belle réputation. Et donc, je décide de tenter ma chance et d'envoyer mon dossier de candidature. On me fait savoir après qu'il y a une commission de sélection qui va passer mon dossier en revue. Ouais, et qu'en gros, une décision sera prise au courant de l'été. Et donc, que je dois attendre, en fait. Et t'avais un plan B au cas où ça fonctionnait pas avec Mons ? Ah bah là, clairement, j'avais plus de plan B. Donc, fallait que ça marche. J'avais pas le choix. Et au final, pendant que je suis au bout du monde, et littéralement, parce que j'étais vraiment au sud de la Patagonie, au Chili, j'apprends par mes parents que je suis prise pour la rentrée de septembre, et là c'est le grand soulagement, et je me dis que mon rêve de devenir interprète de conférence, il est encore à portée de main. Puis je crois qu'on connaît la suite. Hein. Ouais, carrément, et c'est dingue de voir que nos expériences pré-master, elles sont complètement différentes. Moi je savais pas que je vais être interprète de conférence, et pourtant j'ai eu un parcours hyper linéaire comparé au tien, alors que toi tu l'as toujours su finalement, et puis t'as eu des petits détours par-ci par-là, quoi, donc c'est hyper intéressant. Exactement, mais c'est ça en fait qui est aussi super beau, parce que ça montre encore une fois, tu vois, qu'on peut avoir un même objectif et que pourtant il y a plein de chemins possibles en fait pour atteindre ces objectifs. Donc ça, je trouve ça plutôt cool justement qu'il n'y ait pas ce truc de se dire faut rentrer dans telles études pour y arriver, quoi. Il y a vraiment tout un champ de possibles. Ouais, puis c'est vrai que quand on rencontre des collègues, on se rend bien compte qu'on a tous des parcours différents. Ouais, carrément. Que parfois on a des reconversions, parfois c'était une évidence, parfois pas, et c'est chouette parce qu'en fait on se rend compte qu'on peut toujours trouver sa place, et même si nous on en a bavé, je pense, pendant nos études, que ça n'a pas toujours été très facile, ça en valait clairement la peine, quoi. Ouais, c'est clair que le master, ça n'a pas été une mince affaire, mais en vrai, quand je vois la vie qu'on a aujourd'hui, où du coup on travaille toutes les deux finalement, on a toutes les deux le métier qui nous passionne et dont on avait toujours rêvé, je me dis franchement que toutes les larmes que j'ai pu verser dans cette fameuse salle NSI et tous les doutes qui m'ont torturé pendant toutes ces années d'études, je me dis franchement que ça en valait vraiment la peine. Et puis si on nous avait dit que 5 ans plus tard, enfin même plus maintenant, on en serait là où on en est aujourd'hui, on aurait peut-être mieux vécu ce master, mais bon, après c'est comme ça. Ouais, c'est clair que ça aurait pas été de refus de savoir que finalement ça allait bien se passer et qu'on s'en sortirait, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Et du coup, je pense que pour conclure, s'il y a bien un conseil qu'on peut donner, accrochez-vous, parce que vous en êtes capable, vous allez y arriver, et puis tout ira bien. Exactement. Je sais pas si tu te rappelles, Agnès, en période de doute comme ça, je disais tout le temps, allez, c'est bon, on chiale aujourd'hui, mais bon, le pire, c'est que dans 10 ans, quand on sera côte à côte en cabine, on en rira, quoi. Ouais, je m'en souviens très bien, et je crois qu'on y est.
Ouais, carrément. On est en plein dedans et je pense du coup aussi hein, pour conclure, parce que ça va être l'heure de dire au revoir à celles et ceux qui nous écoutent, mais voilà, comme le dit Agnès, franchement, accrochez-vous et gardez bien en tête que tout ira bien, qu'il finira bien. Exactement. Et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Bientôt.